Bonjour à toutes et à tous. Nous allons bientôt démarrer ce webinaire consacré à la maquette numérique, à le plan, toute la gestion attributaire, l'extraction des données et son interopérabilité, notamment via les imports et exports IFC. En attendant les derniers participants, on va faire un petit tour du sommaire qui a été établi en fonction des retours que vous nous avez faits et des notions que vous souhaitiez voir abordées durant les cycles de webinaires que nous avons remis en place pendant cette période. Donc, nous allons commencer par faire un focus sur l'organisation des données, comment on va organiser les données dans Allplan, avec en point central vraiment la structuration de la structure de bâtiment, le rôle des layers également, et on finira par la synthèse de ces différentes notions et la gestion des gabarits de projet dans Allplan. Ce sera ici des gabarits ingénierie en fonction des différents typologies de projets que vous allez devoir traiter. Ensuite, on s'intéressera à toute la partie gestion attributaire à proprement parler, la création des attributs, comment je vais pouvoir les gérer, les optimiser, notamment via des imports-exports dans Excel, et également la palette objet qui est apparue il y a quelques versions d'Allplan et qui est tout indiqué pour ce genre de manipulation, que ce soit créer, modifier de l'information des attributs dans Allplan. On continuera la présentation par différents cas d'usage avec l'extraction de ces différentes informations, que ce soit en interne pour aboutir à des informations que je vais positionner sur mes plans, mais également à l'externe, c'est-à-dire tout ce qui va être gestion des quantitatifs, des exports de métrés. Et nous terminerons par l'interopérabilité IFC avec le mappage de ces différents attributs à l'import et à l'export, et également un petit détour par la gestion aussi des objets de forme complexe de type génie civil. Pour rappel, on a un deuxième webinaire consacré à ces ouvrages en particulier de génie civil et de leur gestion BIM. En attendant que tout le monde se connecte, je n'ai pas eu de retour de votre part, donc je pense que vous devez tous m'entendre correctement. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat juste en dessous. J'y répondrai au fur et à mesure, et de toute façon, on se prévoit en fin de présentation une partie de questions-réponses sur les termes abordés pendant cette présentation. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision sur quelque partie de la présentation que ce soit. On va commencer la présentation, ça va venir les derniers retardataires, sur ici des maquettes de grosses œuvres, puisque ce qui était marqué dans la présentation, il y aura un gros focus ingénierie dans la gestion de la maquette numérique. Et on va être ici sur la version Allplan 2020, la dernière version d'Allplan, bien évidemment. Pour commencer, petit rappel sur la notion d'interface intégrée et d'organisation intégrée dans Allplan, pour ceux qui ne le connaissent pas, le logiciel. On parle d'interface intégrée dans le sens où on va avoir dans nos fenêtres de travail que vous avez ici au milieu de l'écran, un seul et unique modèle. Un modèle ici 3D que je suis en train de manipuler, qui va me permettre de visualiser ma maquette numérique en temps réel et de m'en servir de vérification, d'assemblage, etc. En parallèle, j'ai toujours une vue en plan. Et directement, la vue en plan, c'est directement lié à ma maquette que j'ai ici en 3D. Pourquoi je dis directement lié? On est sur exactement le même modèle. C'est juste une façon de l'afficher. C'est-à-dire qu'ici, si je repasse en 3D, mes éléments que j'avais sur la partie droite, plan, c'était bien ici mes éléments 3D. Vraiment ça, la philosophie générale d'un environnement intégré, c'est que les informations 3D, maquette numérique, et ces informations extraites, cotation, annotation, etc., cohabitent dans le même espace de travail. C'est vraiment pour ça qu'on va parler d'aspect intégré. Bien évidemment, mes plans ici fonctionnent très bien lorsque je vais zoomer sur une partie simple, mais si je viens zoomer ici sur une partie où j'ai mes 6 niveaux de structure superposés, cela n'a pas le rendu souhaité en plan. C'est notamment pour ça que dans Allplan, et notamment pour la partie bâtiment, on va garder une approche par niveau de structure. Et c'est cette approche par niveau de structure que l'on va venir recréer dans la structure de bâtiment, que je vais pouvoir ouvrir ici.
Cette structure de bâtiment a 3 utilités majeures. La première, c'est qu'elle va me permettre de m'organiser autour d'un standard réglementaire qui est le format IFC. On va s'organiser toujours en 3 temps. Les 3 temps, c'est que je vais travailler autour d'un site. Le site, c'est le chantier qu'on va aménager. À noter que dans Allplan, je peux travailler sur des projets multisites, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir un deuxième site consacré au génie civil, un premier site consacré au bâtiment, etc. À l'intérieur de ce site, je vais retrouver à minima un bâtiment ou plusieurs. C'est ce que j'ai ici à l'écran. J'avais 2 bâtiments, je retrouve bien mes 2 bâtiments. Au sens structure, on va ensuite avoir les niveaux de structure. Un niveau de structure, c'est pour faire un parallèle avec les plans qui vont sortir à la fin. Un niveau de structure sur une maquette de coffrage, c'est un plan qui sortira à la fin, un plan papier. Ça va des fondations, plancher au sous-sol, plancher au rez-de-chaussée, jusqu'à ma toiture, l'attique, etc., ce genre de choses. Ce sont les 3 niveaux, site, bâtiment, étage. Ensuite, tout ce qui va se passer à l'intérieur de ces niveaux, vous allez retrouver ici les différents espaces de travail disponibles affectés à mon niveau. Pour l'organisation à l'intérieur de ces niveaux de structure ici, dans le sens où, lors de l'export, seulement les 3 premiers niveaux hiérarchiques seront exportés ou importés. L'organisation qui va être à l'intérieur de ce niveau-là est libre à l'utilisateur. Ici, nous, on a tout intérêt dans des maquettes gros œuvres de séparer ce qui est la maquette elle-même, ce qui est lié aux imports DWG, PDF, etc. et l'armature d'un autre côté. C'est organisé pour du coffrage, bien évidemment, dans d'autres cas, dans des cas de méthode, de quantitatif, de maîtrise d'œuvre, etc. On s'organiserait un petit peu différemment, c'est vraiment libre ici. L'idée, c'est que ce soit utile et utilisable et compréhensible facilement par tout le monde. Vraiment, vous avez ici une grande liberté, à condition toujours, je le répète, de respecter site, bâtiment et le niveau de structure. C'est vraiment le prérequis pour ensuite pouvoir travailler en BIM grâce à la maquette numérique que vous allez pouvoir réaliser. La deuxième utilité de cette structure, c'est la navigation dans le projet. C'est-à-dire qu'ici, vous allez simplement pouvoir ici cocher ou décocher ce que vous souhaitez visualiser. Ici, si je souhaite isoler un bâtiment, j'ai juste à décocher mon élément ici. Si je ferme, je vais isoler le bâtiment ici sur cette partie. De la même manière, si je souhaite isoler ici un niveau de structure, je vais simplement venir sur le niveau en question, je réduis le bâtiment, je garde que mon élément ici de rez-de-chaussée, et je vais retrouver ici mon niveau de rez-de-chaussée. Et ce coup-ci, j'ai bien en parallèle le plan de coffrage tel que je pourrais l'imprimer plus tard. Ici, le côté intégré de l'interface de D3D est plus marqué ici. Et si je repasse en 3D, on voit bien les différents éléments en 3D qui réapparaissent. La 2D n'existera que lorsque je serai en plan. Cette organisation est importante et la navigation est importante dans Allplan. Parce que finalement, dans un projet, que ce soit de bâtiment ou de génie civil, on va devoir travailler à des échelles assez macro, de l'ordre du mètre, de la centaine de mètres et parfois un petit peu plus pour les projets de génie civil, tout en gardant la possibilité de descendre à un niveau de détail de l'ordre du millimètre lorsqu'on devra passer en armature. Et finalement, grâce aux différents espaces de travail qui vont me permettre ici, finalement, de venir isoler, par exemple, une partie d'armature directement sur mon niveau de coffrage, je vais retrouver ici la partie armature avec un niveau de détail beaucoup plus fin que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Donc vraiment, en organisant bien cette structure, j'arrive à jongler finalement entre différents niveaux de détail, différentes échelles, et ici où je vais afficher les vues, les coupes par exemple, et je retrouve bien ici l'aspect intégré avec mes vues en plan, ma 3D en parallèle, etc. J'illustre ici mon propos avec un petit peu d'armature, ce ne sera pas le gros du sujet pendant cette présentation, mais c'est bien important de voir que cette structure de bâtiment est là pour organiser votre projet de bout en bout et dans toute sa globalité, du site le plus large jusqu'au niveau de détail du millimètre, pour venir ici représenter vos plans d'armature. Je retourne dans ma structure et on va évoquer ensemble la dernière grande utilité de cette structure,
c'est l'aspect modélisation. Le premier, c'est vraiment l'aspect structuration de la donnée, hiérarchisation. La deuxième, c'est navigation. Et le troisième point important, c'est vraiment la modélisation. C'est-à-dire que à cette structure de bâtiment est affectée et préparamétrée toutes les altimétries de référence qui me seront utiles pour travailler tout au long du projet. Le mot le plus important dans tout ce que je viens de dire, c'est bien altimétrie de référence. C'est-à-dire qu'ici, je ne suis pas obligé de travailler forcément par rapport aux différents plans et altimétries que je vois ici. Je pourrais travailler au milieu, au-dessus, en dessous, etc. Mais à chaque fois, je travaillerai de manière relative par rapport à ces différentes altimétries sur les niveaux. C'est-à-dire que lorsque je me situe ici dans le rez-de-chaussée, je travaille entre moins 32 brut et 97 brut, c'est-à-dire que lorsque je vais venir travailler, modéliser mes éléments que je vais définir, ici si je prends un mur par exemple, on va venir chercher celui-ci sur le bord, quand je vais définir les hauteurs de ce mur, la hauteur de ce mur, pardon, je définis la hauteur de manière relative, pardon, ça c'est ouvert sur mon deuxième écran, je rapatrie ça ici, relative par rapport aux références. C'est vraiment ça la troisième utilité de cette structure. En définissant convenablement en brut, est-ce que je l'ai défini en fini, etc., les différentes altimétries, je vais pouvoir reprendre un certain nombre de choses et caler un certain nombre d'informations ici. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour vous? Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir s'intéresser finalement à la deuxième grande famille d'organisation, finalement d'une deuxième couche d'organisation, qui est celle des layers. Il faut bien différencier tout ce qui est lié ici à ma structure de bâtiment et donc à ma modélisation, qu'on va appeler dans le plan de décalque, ce que j'appellerais espace de travail, des layers. Les layers, c'est la deuxième couche d'organisation dans un plan. Elle va me permettre de gérer un certain nombre de choses. On retrouve les layers directement depuis votre espace de travail dans Allplan. Si j'agrandis un petit peu la palette ici, on va retrouver l'aspect fondamental de ces layers, de ces couches graphiques, vous pouvez vraiment voir ça comme ça, c'est qu'ils vont me permettre de venir régler très facilement le format de mes objets, de régler le format et de rendre le format finalement dynamique. Parce que on verra que dans dans certains cas, il est intéressant d'avoir une représentation multiple de votre maquette. Je m'explique, notamment en bâtiment, on a beaucoup de problématiques du plan d'impact. Et finalement, grâce à ces layers, je vais pouvoir gérer un format finalement complexe grâce notamment au type de dessin. C'est des choses qui vont me permettre ici de venir moduler ma charte graphique, ici par exemple de passer entièrement mon modèle en transparence, ou dans le cas d'un plan d'impact, de venir simplement ici représenter mon élément ici en pointillé très plus fin, etc. Pour moduler l'affichage des différents éléments, je suis capable également de venir masquer, afficher, reprendre un certain nombre de layers. C'est-à-dire qu'ici, si je veux plus voir mes annotations, je peux décocher mes annotations, décocher mes cotes, etc. Et on arrive ici à un plan qui se rapproche de plus en plus d'un plan d'impact. Pour finir, ces manipulations peuvent être automatisées. Typiquement, le type de dessin modifie le format tout seul. Je peux me définir certains types d'affichage de layers pour avoir ici la représentation de mon impact. D'avoir ici un type de dessin spécial pour, par exemple, garder que le coffrage 3D qui sera lié ici à un plan de ferraillage. Vraiment, vous allez pouvoir vous créer ici une charte graphique variable qui va permettre de faire varier finalement comment vous souhaitez visualiser votre maquette. Ici, on est de l'organisation, entre guillemets, c'est pas réglementaire pour vos exports IFC, c'est vraiment pour vous en interne, pour pouvoir travailler de manière optimale autour de votre maquette numérique. Et j'y viendrai lorsqu'on parlera extraction de données, etc. et comment appréhender le BIM et la maquette numérique, c'est qu'il ne faut pas oublier les cas d'usage et qu'un des cas d'usage, c'est de sortir des plans. Et qu'on va avoir un intérêt de la maquette numérique pour vous en interne, mais également en externe, c'est-à-dire lors d'export, lors de travail, de manière collaborative autour du format IFC. C'est deux choses différentes. Les deux, évidemment, cohabitent ensemble, mais il ne faut pas perdre de vue que la maquette numérique, c'est aussi pour gagner du temps, vous, en interne, sur vos différents livrables, etc. Ces différentes informations,
Avant d'aboutir au gabarit, il nous reste une dernière organisation qu'on va évoquer rapidement ensemble. Je vais organiser ma structure de bâtiment elle-même, je vais organiser mes layers et enfin, j'organise ici mes plans. C'est-à-dire qu'ici, votre hiérarchie finalement de plans, c'est quelque chose qu'on peut créer. Vous pouvez ici travailler en fonction de vos plans de coffrage, en fonction des bâtiments, en fonction de vos niveaux, créer vos carnets de coupe avec les différents ici carnets d'armature, etc. Tout ça, c'est une organisation que vous pouvez avoir, que vous pouvez préparamétrer pour gagner ici du temps avec les différents ici carnets qui sont préparés. J'ai plus qu'à remplir les éléments. Tout ça, c'est des choses que l'on peut mettre en place dans le cadre de votre gabarit de structure. Vraiment, il y a 3 éléments distants, la structure de bâtiment, la structure des layers et votre charte graphique, et vous avez également la structure de vos plans, de vos sorties papier. C'est quelque chose qu'on a tendance parfois à négliger, mais le fait de les préparamétrer, ça vous permettra de gérer facilement, par exemple, toutes vos sorties de carnet d'armature, ce genre de choses, ou encore d'avoir préparé vos mises en page avec cartouche et un certain nombre d'informations ici. Je me remets sur ma partie coffrage qui me servira tout à l'heure pour vous expliquer comment je vais venir extraire, gérer l'information. Mais juste avant, je vais retourner dans ma base de projet Alplan. Pourquoi? Pour vous montrer finalement qu'ici, mon projet, tous les éléments qui le constituent, on peut en automatiser et en préparamétrer un grand nombre. C'est-à-dire, ici, j'ai créé différents gabarits. Si j'ouvre par exemple ce gabarit-là, il sera entièrement vide en termes de modélisation. Un gabarit n'a pas d'intérêt particulier à avoir de la modélisation à l'intérieur. Mais toute ma structure de bâtiment ici peut être préparamétrée. Ce sera finalement toujours la même d'un projet à l'autre. La seule différence qu'il y aura, c'est finalement le nombre de niveaux en sous-sol, le nombre de niveaux au-dessus, etc. Au-dessus du zéro, le nombre de bâtiments par exemple. L'idée, c'est de préparamétrer cette structure en nommant, en codifiant correctement les différents espaces de travail, les différents calques, pour que dans le cadre d'un travail collaboratif, notamment en workgroup ou autre, d'avoir une cohérence sur la signification de ces différents codes. Quelque chose qu'on a tendance à utiliser assez facilement, je pourrais vous en reparler si vous avez des questions dessus, mais on va se servir du code du calque qui est composé de 4 chiffres pour venir ici donner la signification à ce qu'on a à l'intérieur. On a tendance à utiliser les 2 premiers chiffres pour tout ce qui est localisation et les 2 derniers pour la nature du calque. Je m'explique. Les 2 premiers chiffres ici, le premier en l'occurrence va représenter le bâtiment. Tout ce qui sera en 1000 sera pour le bâtiment 1. Tout ce qui sera en 2000 pour le bâtiment 2. Si j'ouvre le bâtiment 2 ici, je retrouve le 2000. Le chiffre des centaines va représenter le niveau de structure. Ici, je suis au rez-de-chaussée, c'est mon 3e niveau. 1, 2, 3, 3. Et ensuite, les 2 derniers ici vont me permettre de définir ce qu'il y a à l'intérieur du calque. Donc entre 0 et 10, tout ce qui est lié au coffrage. Entre 10 et 29, vraisemblablement ici, tout ce qui va être lié aux imports. Entre 30 et 49, tout ce qui est lié aux coupes, etc. Si bien que simplement en voyant ici le code, je suis capable de vous dire où se trouvent les éléments qu'il y a à l'intérieur et quels sont ces éléments, sans avoir besoin d'ouvrir le calque. Très important pour le travail collaboratif. Ici, c'est du travail en interne. C'est important de s'y retrouver. Évidemment, toutes les altimétries de référence sont déjà paramétrées, mais bien évidemment, toutes ces altimétries, si vous venez ici les adapter, automatiquement, les éléments ici, si je modifie mon R+2, automatiquement, toutes ces informations modifiées vont venir se réinjecter au bon endroit dans la structure. C'est la seule partie du gabarit que l'on ne sera pas capable d'automatiser, étant donné qu'elle est unique et propre à chaque projet. Vraiment quelque chose d'important ici. J'avance un petit peu dans ma présentation et on retrouve bien évidemment ici toute la partie des layers qui sont évidemment déjà préparamétrés avec tous leurs formats. Des gabarits, il faut en créer en fonction des projets. C'est-à-dire qu'ici, j'en ai un pour faire typiquement du gros œuvre, mais sur de la maison individuelle, où ma structure ici sera beaucoup plus restreinte déjà, ce qui m'évitera de modifier un certain nombre de choses. Pareil, j'ai des gabarits qui vont être dédiés au génie civil. Je vous ai déjà dit qu'on abordera l'aspect génie civil dans un 2e webinaire ce jeudi, mais la structure de bâtiment et cette structuration en site, bâtiment, étage peut s'appliquer évidemment en génie civil.
un peu bizarre de dire comme ça, mais on est capable de définir le site, même logique que pour le bâtiment, mais ici on va raisonner en ouvrage. Un ouvrage, l'équivalent du bâtiment. Et cet ouvrage, il est plus divisé par niveau de structure, mais par typologie d'objet. Le terrain, le premier sous-ouvrage, le deuxième sous-ouvrage, etc. Typiquement, dans le cas d'un gabarit appliqué à des ouvrages de pont, on va retrouver ici mon site qui est le site, l'ouvrage c'est le pont, et ensuite un pont est divisé en fonction de ses fondations, les culées, les piles, le tablier, etc. Donc vraiment cette organisation est importante vu qu'on va la transposer sur un certain nombre de cas ici. Et l'idée de ces différents gabarits, c'est d'avoir directement une base de travail pour commencer à travailler rapidement sans avoir un certain nombre de paramètres à faire et surtout de garder une cohérence d'un projet à l'autre. Pour travailler à partir de ces gabarits, c'est très simple. Une fois qu'ils sont définis ici, vous pouvez directement y avoir accès en passant par nouveau projet si vous les avez enregistrés ici en modèle de projet. Autre solution, simplement en venant ici, faire un clic droit, copier vers, et vous allez repartir de ce gabarit-là. Vous faites une copie de ce projet de base au départ, vous allez créer un nouveau projet avec les nouvelles informations, vraiment tout un nouveau projet, et ensuite vous allez pouvoir commencer à travailler à l'intérieur. Directement ici. Et ici, je suis bien dans mon nouveau projet qui va s'appeler Web pour Webinar. Et si je regarde, j'ai déjà tous mes layers, j'ai déjà toute ma structure de bâtiment qui est faite. C'est vraiment ça, l'objectif d'un gabarit, c'est de structurer vos données d'un côté de manière réglementaire, mais d'un autre côté pour vous en interne avec votre charte graphique et les différents éléments également de bibliothèque et autres qui pourraient être intéressants pour vous à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi, je vais retourner sur le projet de départ qui va me permettre de vous expliquer toute la gestion attributaire dans notre maquette. Je retourne ici sur mon rez-de-chaussée, je remets ici la 3D et on va s'intéresser à la gestion attributaire dans le plan. Petit rappel avant de commencer. Une maquette numérique, finalement, c'est quoi? Une maquette numérique, c'est une géométrie, qu'elle soit 2D. Ponctuellement, pour certains cas d'usage, ça peut également être de la 2D, on va y venir. Géométrie à laquelle je vais assigner, affecter un certain nombre d'informations qu'on va appeler des attributs. Et ma géométrie avec ces attributs, une fois organisée dans ce qu'on vient de voir juste avant, va me créer un ensemble qu'on va appeler maquette numérique. Cette maquette numérique, dans les faits, ici j'ai dessiné par exemple un mur. Lorsque vous dessinez un mur dans Allplan, Allplan va injecter énormément d'informations que vous retrouvez un clic droit, modifier des attributs et vous retrouvez toutes les informations de l'objet. C'est-à-dire que la longueur, la largeur, la hauteur, tous ces éléments-là sont des informations qui sont stockées sous forme d'attributs. Ces attributs sont standards. Certains sont modifiables ici, typiquement le matériau qui me permettra de faire du quantitatif, de faire de la notation, dans certains cas même de la cotation ici. Des notions ici qui vous seront demandées dans les IFC de structure, à savoir généralement le ratio d'acier dans les objets. On n'est pas ici sur de la modélisation d'armature pure et du ratio réel, mais on est sur un ratio théorique d'armature à positionner. Voilà, dans ce voile, on va partir sur du 15 kg au mètre ou au mètre cube. Tout dépendra de l'unité choisie et de ce qu'on a décidé de faire plus haut. Ça, c'est la théorie. Dans le plan, pour avoir accès à ces attributs, on a plusieurs possibilités. Si je reviens un petit peu sur ce balcon, vous avez peut-être remarqué que depuis maintenant quelques versions également, les attributs sont accessibles en direct depuis la palette propriété. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je souhaite modifier le matériau d'un élément, j'avais plusieurs possibilités de le faire, mais maintenant assez simplement, si je sélectionne ici une zone quelconque ici, vous retrouvez dans le menu déroulant de la palette propriété tout ce que j'ai sélectionné, par exemple ici, les 9 dalles, je pourrais modifier directement les informations de ces 9 dalles en même temps. Car c'est une sélection globale, le plan va me trier, classifier les objets et me permettre de modifier par exemple le matériau de cette dalle, ici. Et j'ai modifié le matériau de mes 9 dalles en même temps. Preuve par exemple, si je m'arrête sur une dalle, par exemple celle-ci, si je regarde
le matériau en allant ici, comme je l'ai fait juste avant. Ici, j'ai bien modifié le matériau ici. Donc, c'était une de mes possibilités ici, de venir le faire par des sélections. Deuxième chose importante, c'est tout ce qui va être lié à la création d'attributs. Pourquoi c'est quelque chose d'important? Parce que finalement, le nerf de la guerre dans la maquette numérique, si on passe de côté la modélisation, ce qui va faire la cohérence et la qualité d'une maquette numérique, c'est la qualité de l'information que vous allez mettre à l'intérieur. L'information, si je récupère ma dalle, elle peut être de différentes natures. C'est-à-dire qu'on a des informations ici, où je vais retrouver, si j'affiche l'ensemble des attributs, des informations que je vais être capable de renseigner, et également des informations qui vont se créer toutes seules, vraiment les attributs géométriques. Dans ce que je suis capable de renseigner, on a plusieurs natures d'attributs. Vous pouvez utiliser les attributs standards. Les attributs standards, typiquement, c'est tous ceux que vous allez retrouver, matériaux, désignations, etc. Mais vous allez pouvoir aussi créer votre information. La créer en fonction d'une charte que vous recevrez au début d'un projet BIM avec les différents attributs à renseigner, comment ils sont codifiés, etc. Pour ajouter de l'information, vous avez la possibilité d'assigner de nouveaux attributs. Ces nouveaux attributs, soit vous allez les chercher dans des rubriques qui existent par défaut dans le plan, typiquement les classifications par exemple tous les attributs codifiés en IFC, ici, ou encore vous allez être capable de créer vous-même votre information. C'est-à-dire qu'ici, je suis capable de créer un nouvel attribut. Par exemple, je vais mettre ici, on va se faire réserve sol webinar. Quand vous créez un nouvel attribut, vous allez pouvoir définir sa nature. Sa nature, c'est est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est un nombre décimal, est-ce que c'est un entier, et également est-ce que c'est une date. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent réaliser, par exemple, des phasages, des affichages en fonction ici de cet attribut, on va voir la palette objet juste après, on est capable d'injecter de l'information de temps dans les maquettes, notamment pour tous ceux qui ont des problématiques de maîtrise d'œuvre, de phasage ou de ce genre de choses. C'est des choses dont je suis totalement capable ici. On est capable également de définir évidemment généralement du texte pour ajouter de l'information. Le plus souvent, ce sera du texte ou par exemple des nombres décimaux, dans mon cas ici, pour ajouter une hauteur de réserve de sol. Intéressant également, le type de saisie possible. Si vous voulez cadrer les choses de manière optimale, vous pouvez opter pour la logique de champ de liste sans saisie. C'est-à-dire que vous allez prédéfinir toutes les valeurs possibles utilisables et à l'utilisation de cet attribut, le projeteur ne pourra utiliser que les champs disponibles dans la liste. Il ne pourra rien renseigner manuellement en venant taper de toutes lettres quelque chose. Vraiment quelque chose de fermé, mais d'intéressant dans certains cas. On retrouve également une logique de case à cocher, typiquement, c'est l'équivalent de ce que vous avez ici pour la structure porteuse. Est-ce que c'est porteur? Oui, non. Est-ce que c'est coupe-feu? Oui, non. Est-ce qu'il y a une surcharge? Oui, non, etc. Ce genre de possibilités ici. Je retombe ici sur une liste déroulante dans mon cas. Je laisse la possibilité de renseigner ce qu'on veut. C'était simplement pour l'exemple ici. Et j'ai créé ce nouvel attribut. Nouvel attribut que je vais garder, manager un petit peu pour l'amener jusqu'à l'export IFC pour montrer que je serai capable de le remapper à différents endroits. Pour l'affecter, ici, il me dit qu'il existait déjà, évidemment. Et je le retrouve bien ici, un attribut que je vais pouvoir renseigner de différentes manières. Si je passe à 15, automatiquement, il va me modifier la notation. Je vais y venir ici. Comment avoir accès à ces attributs? Pour avoir accès à ces attributs, vous avez peut-être vu apparaître la palette objet, vous l'utilisez sûrement, et je vous invite à l'utiliser pour faire toute la gestion vraiment de votre maquette. Je m'explique. Cette palette objet, on pourrait assimiler ça à un explorateur BIM, c'est-à-dire que je vais avoir accès, comme son nom l'indique, aux objets, et je vais pouvoir choisir comment est-ce que je vais pouvoir avoir accès à ces objets. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir plusieurs possibilités que vous allez choisir à ce niveau-là. Et ensuite, ces différentes possibilités vont hiérarchiser. Ici, je retrouve la topologie. Topologie, c'est le niveau de structure. Donc, je suis au rez-de-chaussée de mon bâtiment 2. Je retrouve le groupe de mes dalles. Dans mes dalles, j'ai les dalles. Et je retrouve ici les différents objets. C'est pour ça que je parle d'explorateur BIM. C'est typiquement ce que vous allez retrouver dans une visionneuse d'IFC. À quoi me sert cette palette?
cette palette, finalement, fonctionne de manière bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je peux venir sélectionner toutes mes dalles et automatiquement, dans le modèle, j'ai toutes mes dalles. Pourquoi bidirectionnel? Parce que je pourrais venir sélectionner cette dalle-là et automatiquement, hein, il va me dire que c'est la dalle qui correspond ici. L'intérêt, c'est que peu importe comment vous allez faire votre sélection, mais une fois la sélection faite, vous pouvez rebasculer dans Propriétés et ici, je serai capable de modifier toutes mes dalles. C'est un outil de sélection, mais pas que. Pourquoi? Parce que dans une deuxième mesure, on est capable de gérer de l'affichage. Vous pourriez simplement décider de ne pas voir toutes les dalles, mais de ne pas voir seulement la dalle sélectionnée ici. Si je souhaitais ne plus voir mes balcons, je serais capable ici d'enlever mes balcons, par exemple. Typiquement, si vous souhaitez visualiser le niveau supérieur, mais que les murs du niveau supérieur, c'est des choses qu'on est capable de faire. Fort de tout ça, avec cette logique de sélection et d'affichage, on va être capable de gérer l'organisation et l'accès aux objets, que ce soit en fonction du niveau de structure, en fonction ici de l'espace de travail, du calque, en fonction du layer, en fonction du matériau, en fonction du métier, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de trop, les métiers, mais surtout, ce qu'on a tout au bout ici, en fonction de ce que l'on souhaite. On est capable de se créer notre propre arborescence de tri. Pourquoi c'est important? Parce que ça va me permettre assez facilement ici, hein, par exemple, de venir avoir accès à mes éléments en type, par exemple, voilà, le type directement toutes mes dalles, et j'ai ici la désignation. Donc j'ai ici toutes mes dalles avec la désignation à ce niveau-là. Je vais avoir la possibilité, par exemple, de choisir matériaux. Hop, je ne l'ai pas ici, il est là, pardon. Directement ici. Je retrouve les différents éléments, voilà, mes poutres, et le fait que je n'ai pas défini un certain nombre de choses. Donc je vais pouvoir venir ici vérifier un certain nombre d'informations. Je vais pouvoir vérifier que j'ai par exemple renseigné directement ici le code, que j'ai renseigné un certain nombre de choses, et je vais pouvoir aller faire des requêtes par géométrique, enfin par attribut géométrique, pardon. J'y viens. C'est-à-dire qu'ici, si je souhaite classifier par exemple mes poteaux, je vais pouvoir faire un tri en fonction de, ici, la longueur. Hop, pardon. Tac. Je le reprends ici. Hop. Tac. Je remets les éléments dans l'ordre. J'enlève celui-ci. Hop. En fonction, tac, de ma largeur. Donc j'ai tous mes poteaux par largeur. Et je peux ajouter un deuxième attribut ici, qui serait directement, par exemple, la hauteur. Hop, pardon, il y en a un qui ne s'enclenche pas. Pas dramatique. Et finalement, je serai capable de définir tous mes éléments ici, directement en venant choisir l'attribut qui m'intéresse par longueur, par largeur, etc. Et ensuite, simplement ici, je serai capable de sélectionner tous les poteaux avec une géométrie donnée et de rebasculer sur ma palette propriétés en venant ici modifier la propriété de ces 23 poteaux ici, en modifiant par exemple leur désignation pour, par exemple, appeler tous les poteaux qui font 40-60, les appeler 20-20, faire ce genre de manipulation ici. La deuxième chose que je vais être capable de faire, si je reviens sur ma palette objet, ici c'est vraiment de la sélection et de la modification telle qu'on pourrait le connaître. Mais je vais être capable ici de venir choisir par exemple mon élément de ratio. Hop. Si cet attribut souhaite bien changer, ça m'arrangerait. Tac. Hop. Je remets ici mon ratio sur cet élément-là, qui bloque également. Excusez-moi, je vais juste refaire un petit détour ici. Et on va pouvoir lui demander le ratio. Bon, excusez-moi. Hop. Matériau architectural. Tac. Sur le principe, on serait capable, ici, je vais avoir un petit chose qui tourne en parallèle, de venir définir l'attribut que l'on souhaite et de pouvoir modifier un certain nombre de choses. Je m'explique. Je suis capable, dans une certaine mesure, de venir ici
désignation, tac. Choisir l'élément que je souhaite. J'ai un petit bug de mon côté, c'est pas dramatique, mais de venir modifier avec des glissés-déposés mes informations, et notamment avoir la possibilité de venir choisir, typiquement ici en fonction de la désignation, de reglisser mes éléments. C'est-à-dire qu'ici, j'ai les différentes désignations. Ce poteau, si je souhaite modifier sa désignation, j'ai juste à le prendre et le glisser à ce niveau-là. Et grâce à ce glisser-déposer, les informations du poteau vont se modifier. C'est-à-dire qu'ici, je vais réinjecter les différentes infos en faisant un glisser-déposer à cet endroit-là. Maintenant qu'on a mis de l'information dans mes éléments, je vous ai montré qu'on pouvait la traiter directement avec des sélections depuis la palette objet soumis les petits aléas du direct, mais on va également pouvoir finalement extraire ces informations et les retravailler dans Excel directement. Je m'explique ici. On est capable d'extraire un certain nombre d'informations. Ici, de mon élément, je vais demander d'extraire tous les attributs. Je ne vais pas trier, j'ai fait les choses de manière assez large. J'extrais tous mes attributs et tous mes éléments vont venir s'ouvrir ici dans Excel. Je retrouve les différents objets, la possibilité de trier, les différents attributs, etc. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais être capable de faire une modification globale de ces informations-là. Typiquement, je remarque ici que j'ai une disparité dans mes matériaux. Ici, si je souhaite renseigner mes différentes dalles, ici avec du C2530 dalles, par exemple, de modifier les différentes charges, de modifier un certain nombre de choses, je modifie directement dans Excel et ensuite je vais pouvoir réimporter ces données. Ce qui va être important, c'est lors du réimport de bien venir cocher cette case avec ici la fenêtre de comparaison. C'est-à-dire qu'ici, il va réimporter les différentes informations et me montrer ce qui a changé entre les deux. On retrouve ici mes différentes dalles, la possibilité ici de venir visualiser un certain nombre de choses. Ici, on parle de cette dalle-là. Et pour cette dalle-là, j'ai changé la valeur de l'attribut matériaux. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a une double utilité, la possibilité d'extraire l'information ici en masse, de traiter l'information en masse, et surtout de pouvoir la réimporter dans votre maquette en masse également, tout en ayant ici une étape de contrôle qui est ici, cette fenêtre qui va me permettre finalement de mapper et de choisir d'affecter ou pas ici la modification, simplement en venant cocher ce importer, pas importer, etc. Donc vraiment très intéressant comme outil, étant donné qu'ici, si je reprends ici par exemple cette dalle, je retrouve à l'intérieur et maintenant je viens du C2530 dalle. Vous allez pouvoir recharter votre maquette, vous allez pouvoir également récupérer des informations tierces, les injecter dans Excel et les récupérer. La seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est ici la première colonne dans votre tableur Excel qui est celle du numéro d'élément qui va me permettre de venir ici recaler et de permettre de finalement la cohérence et les allers-retours entre les objets et le tableur. Maintenant qu'on a notre information, on va pouvoir la traiter de manière plus globale, c'est-à-dire qu'on va être capable, je prends juste un deuxième exemple, de traiter des informations liées entre elles. On a certains objets, ici un exemple avec notamment des inserts, des réservations, etc., qui sont liés entre eux. Typiquement, lorsque je mets un insert ici, par exemple cette platine dans la dalle, la platine vient se lier à la dalle. En architecture, vous aurez beaucoup les éléments de mobilier qui vont se lier aux pièces, qui vont se lier aux espaces. D'ailleurs, également dans cet exemple d'usine ici. Dans le sens où, quand je vais extraire l'information, ici toujours avec exporter des quantités, je suis capable évidemment de choisir le modèle d'extraction et d'avoir également ici la notion d'affectation. C'est-à-dire que je vais extraire les éléments et je vais, par exemple, savoir que cette bête fenêtre, elle est à cheval entre la pièce 1 et la pièce 3. Je vais être capable de savoir que cette dalle, elle est dans la pièce 3, etc. C'est-à-dire que pour les éléments
Les objets eux-mêmes d'architecture, murs, poteaux, poutres, dalles, ils ont également une affectation. Je suis capable de savoir où ils se trouvent. Je vais être capable de savoir, si je descends un petit peu, ici, je retrouve mes différentes inserts. Et ici, je retrouve leur répartition. Je sais que cette gaine, le renfort de la gaine se trouve dans telle pièce, etc. Cette notion d'appartenance, vous la retrouverez entre le mur entier et les différentes couches de mur, entre les ouvertures et les éléments d'habillage que vous allez mettre à l'intérieur, typiquement ici, mes différents renforts, mes différents blindages, etc. Tout ça sont des informations que je vais retrouver, que je vais pouvoir traiter de manière finalement globale et collatérale. Pourquoi je vous montre cet exemple-là? Parce qu'il me permettra d'illustrer également, finalement, si je suis capable de traiter cette information, je vais être capable de l'utiliser. Finalement, c'est une transition vers cette nouvelle partie de la présentation où je vais venir ici, maintenant que j'ai mis un certain nombre d'informations, extraire et travailler cette information. Plusieurs possibilités. Je vous parlais de BIM et de cas d'usage. On est capable, dans une certaine mesure et dans un certain intérêt, de venir affecter des attributs à de la 2D. C'est aussi un cas d'usage. Typiquement, si vous souhaitez comptabiliser vos linéaires, par exemple ici dans mon cas de chaînage, des linéaires de voile, ce genre d'éléments, vous pouvez le faire simplement en mettant un élément 2D et de l'information dessus. On n'est pas réellement sur de la maquette numérique étant donné que la géométrie n'est que 2D, mais ça peut répondre à certains cas d'usage. Ne pas oublier toujours le pourquoi je fais une maquette numérique. Maquette numérique, c'est une géométrie des attributs. Le BIM, c'est pourquoi je le fais. Et le cas d'usage, c'est finalement la réponse à ce pourquoi. Si c'est connaître le linéaire de chaînage, simplement en dessinant une ligne ici et à l'aide d'outils que vous devez connaître, par exemple l'outil légende, je suis capable d'avoir, si je le souhaite, le linéaire de chaînage horizontal. Directement ici, avec un tableau et les différentes valeurs de ce chaînage horizontal. Je suis en train d'injecter de l'information sur de la ligne 2D. C'est-à-dire qu'ici, si je viens à ce niveau-là, finalement ici, je suis sur un chaînage numéro 3 et je suis sur du 3,56 kg au mètre. Je modifie ici, ma légende se met à jour. Ici, on est dans l'extraction d'informations en interne. On est dans le bénéfice de la maquette numérique pour la cohérence de vos plans, de vos métriques, de vos quantitatifs et dans ce cas-là, de vos légendes. Ces légendes-là, c'est vraiment un outil qui va permettre de scanner de manière automatique et globale toutes les informations sur votre calque, avec ici la possibilité de faire par exemple toutes vos réservations de voile, ou ici, je vais venir faire un tableau de toutes mes réservations dans les voiles avec leurs différents numéros, les différentes valeurs, etc. Ici, essentiellement des portes et des fenêtres. Je vais pouvoir aller chercher toutes les informations sur les poteaux, par exemple, directement ici, où je vais avoir toute une liste avec tous les poteaux, les différentes altimétries, les différents éléments, etc. L'intérêt de ces légendes, c'est vraiment pour vous en interne, pour les positionner sur vos plans, pour visualiser un certain nombre de choses. D'autre part, on peut, en parallèle de ces tableaux, faire correspondre ici une représentation graphique. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez définir un certain nombre de choses, définir ici le type d'extraction que vous souhaitez, avec ici par exemple mes charges d'exploitation. Et typiquement ici, je vais récupérer ici toutes les valeurs de la charge d'exploitation et avoir en parallèle une représentation graphique. C'est vraiment ça l'intérêt de cette visualisation de surface, c'est que ça va me permettre de donner une représentation graphique à un attribut. On a des applications assez directes, je reviens un petit peu par exemple au phasage. On va avoir des applications ici pour faire nos plans de chargement sur des éléments de coffrage, pour faire nos éléments de seconde œuvre par exemple, pour ceux qui font faire plus de la maîtrise d'œuvre, etc. C'est vraiment un outil important qui va vous permettre finalement de donner, de créer des plans différenciés, en plus de ce qu'on a vu sur les layers, bien évidemment, ces informations-là, vous les ventilez dans un layer pour pouvoir facilement les masquer. Et vous allez pouvoir faire différentes couches avec différentes requêtes graphiques ici. Avec ces outils, on reste en interne. C'est des outils qui fonctionnent de pair avec la notion ici d'annotation que vous devez connaître. Je ne reviens pas dessus de trop. L'annotation va me permettre d'extraire des infos que vous allez pouvoir venir positionner ici typiquement
par exemple des éléments de dalle. Je vais pouvoir venir ici rechercher plus d'informations, simplement les niveaux, d'aller chercher également un niveau fini et autre directement avec ce genre d'outil. Mais ce genre d'outil, on est toujours ici finalement en interne. Je ne communique pas mes informations. Pour communiquer les informations, le premier outil, et finalement, ça va être de venir extraire toutes les quantités. C'est l'outil rapport ici, où on va pouvoir l'utiliser de manière finalement simple, je vais dire simple, où je vais retrouver ici le C2530 dédale que j'ai modifié avec mon export et interopérabilité Excel. Je retrouve toutes les informations. Et ce qui est intéressant dans ce premier rapport, c'est qu'il va me présenter toutes les minutes de mes traits. C'est pour ça qu'il est intéressant. Je retrouve ici la possibilité également de localiser, de vérifier un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que je parle d'externe quand je parle de rapport? Parce que le rapport va figer les informations à un instant T et va me proposer un certain format d'export. C'est-à-dire que toutes ces informations-là, je vais être capable de les transmettre à un partenaire, que ce soit en format BCM, c'est du texte tabulé, c'est très, très demandé, tout comme l'Excel d'ailleurs, pour mettre ces quantitatifs dans les logiciels d'études de prix, par exemple, ou après des formats plus fichés comme le PDF ou le Word. Le quantitatif, bien évidemment, il va pouvoir être orienté et dédié à ce qu'on est en train de réaliser. C'est-à-dire que je vais avoir des éléments pour le second œuvre, je vais avoir des éléments pour le gros œuvre. Et pour le gros œuvre, notamment, on a ce rapport ici par défaut qui est intéressant, étant donné qu'il va ressortir ici toutes les grandeurs pour tous les objets. Évidemment, toutes ne sont pas pertinentes en fonction de l'objet donné, mais ça va me permettre d'avoir un quantitatif global de manière standard, avec la possibilité de l'exporter. Pourquoi je parle toujours de quantitatif et pas encore de métré? Parce que ici, j'ai beau avoir des possibilités, par exemple, de tri, qui vont me permettre de trier les éléments, de retrouver ici leur numéro, le nombre, etc., pour un certain nombre de choses. Mais ce qui va me faire la différence, pour moi, ce qui va faire la différence, pardon, pour moi, entre un quantitatif et un métré, c'est les informations traitées. Ici, je parle de quantitatif, parce que je fais que extraire les quantités, je ne les travaille pas, je ne les mets pas en relation les unes avec les autres. Ici, je lance un rapport de métré. Et il commence à réfléchir d'ailleurs, là où avant c'était instantané et il me sortait toutes les informations. Le métré, lui, il va extraire les informations, les réorganiser entre elles et finalement me proposer ici un résultat. Ici, je vous parlais des ratios d'acier qui pouvaient vous être demandés dans vos maquettes, qui pouvaient être renseignés directement par la palette objet, mais également ici la possibilité de les quantifier. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai mis un ratio d'acier, je suis capable d'avoir ici un volume de béton, une surface de coffrage et d'avoir le résultat par niveau. Comment est-ce qu'il va procéder et surtout, qu'est-ce qu'il faut bien voir ici, si je reprends mes poteaux, mes fameux 40-20, etc., 20-60, il va réaliser le quantitatif global de mes éléments, il va les classer en fonction des objets et il va, en fonction de l'objet donné, me calculer une surface de coffrage et plus une surface simple, de me calculer ici un volume de béton en fonction du ratio d'acier, etc. C'est pour ça qu'ici, je commence à parler de métré, étant donné qu'on arrive sur quelque chose de dédié, de métier. On est plus sur de l'extraction de quantité pure. C'est pour ça que c'est un outil qu'on peut pousser très loin. Pour le moment, on est sur des éléments standards ou disponibles sur notre site internet Alplan France. Mais bien évidemment, tous ces éléments sont des tableurs qui sont ouverts et vous avez la possibilité de modifier, de créer vos éléments, d'adapter un certain nombre de choses pour vous, vos habitudes, vos métiers. De la même manière, vous étiez capable de créer le fichier d'extraction de données pour n'extraire que les attributs que vous souhaitez, les affectations entre les différents éléments, etc. Pour gagner du temps, je vais être capable d'automatiser cette extraction. C'est le rôle de la partie droite, enfin un des rôles de la partie droite de la structure de bâtiment. Je n'ai pas insisté tout à l'heure sur le fait qu'il fallait mettre la plupart des éléments à gauche. Sur la partie gauche de la structure, c'est vraiment tout ce qui est lié à votre maquette. Tout ce qui est lié à votre maquette, c'est tout ce que vous allez pouvoir extraire au format IFC plus tard. Tout ce qui est à droite, c'est tout ce qui va être extrait de votre maquette pour vous, typiquement en des découpe par exemple. S'il faut, si vous avez des questions sur la représentation graphique, on y viendra, ou s'il faut préparer un webinaire sur ces points-là, n'hésitez pas. Et on va retrouver à droite également la possibilité de paramétrer des exports ici de rapports. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir créer des fichiers type d'extraction qui va aller chercher les informations dans votre maquette de manière globale et automatique. C'est-à-dire que si j'ai juste lancé créer rapport par lot, il va me faire l'export en fonction du format choisi et également ici
l'export et l'ouverture dans le fichier nommé. Donc ici, voilà, toutes mes dalles en Word, le global ici dans Excel, et je retrouve l'autre élément ici. Plusieurs utilités à cet export automatique, c'est qu'il va générer un fichier à un endroit donné. Ce fichier, je vais pouvoir le lier à n'importe quel autre logiciel d'étude, que ce soit Excel lui-même, où je pourrais interroger ces éléments, aller piocher des cases avec des requêtes et faire vraiment toute une exploitation ici. Et en refaisant cet export de manière automatique, vous remettez à jour le fichier, ça remet à jour son exploitation, etc. Donc c'est aussi un lien vers l'interopérabilité des informations. Parce que ce qu'il faut voir dans un processus BIM, on va échanger des informations. La géométrie est une information, mais simplement les attributs parfois suffisent. On n'est pas obligé de s'échanger systématiquement la géométrie. Si on arrive à faire vivre l'information, c'est le principe des BCF notamment, où je vais simplement faire voyager l'information, mais pas la géométrie, qui permet d'alléger les échanges et de faire quelque chose de plus fluide en termes de mise à jour. Et on est typiquement dans ce cas-là où j'exporte que mes quantités, pas ma géométrie. Je reste maître de ma géométrie, j'exporte mes quantités à partir de là. Si vous n'avez pas de questions, on va s'intéresser finalement à la dernière partie. Niveau timing, j'ai dépassé, mais c'était prévisible ici. Aux exports IFC. Pour exporter en IFC, il faut être vigilant sur certains éléments. Le premier, ce n'est pas un élément, c'est l'organisation. Si vous avez respecté la structure de bâtiment, vous n'aurez aucun problème à exporter en IFC. La structuration des layers est un plus, je vous invite à la faire, mais c'est surtout pour vous en interne. Lors de l'export, il va falloir être vigilant aux objets que vous exportez. Si vous avez modélisé en mur, poteau, poutre, dalle, objectivement, aucune problématique. Allplan va classifier les objets, mur en tant qu'IFC wall, dalle, IFC slab, etc. Tout ça, il va le gérer tout seul. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans Allplan, on a un modeleur 3D libre. Modeleur 3D libre extrêmement puissant qui va me permettre de réaliser n'importe quelle forme. C'est pour ça que je me suis arrêté sur ce volume-là. Ce volume-là, si je l'exporte, c'est un volume quelconque, Allplan, et dans le futur fichier IFC, ne pourra pas savoir qu'il est à considérer comme un mur. C'est une phase de classification par laquelle il va falloir passer. C'est loin d'être long à faire. Il va falloir simplement transformer votre volume en élément d'architecture personnalisé. Et finalement, par une affectation attributaire, on va être capable ici de définir finalement un type d'objet IFC qui va me permettre d'assimiler lors de mes exports cet élément à, dans mon cas, un mur. Et vous retrouvez tous les types d'objets IFC ici. Vous n'oubliez pas de lui mettre histoire de le retrouver, hop, c'est 3037, wall. Voilà. Un attribut matériau pour le quantitatif et tout ce qui peut être lié à ça. Deuxième chose qui est assez liée, toujours dans la logique d'environnement intégré, je vais gérer la représentation 2D et 3D. Je fais une petite aparté ici, quitte à avoir ouvert le masque, c'est que je vais être capable de définir ici une hauteur de coupe, de définir ici une représentation, c'est-à-dire venir hachurer ici mon élément et de définir est-ce que je souhaite voir ce qui se passe au-dessus ou en dessous. Et on retrouve ici mon niveau de coupe et la possibilité de gérer la hauteur de coupe de cet élément avec sa représentation ici. On gère toujours les deux de front. Vous gérez la représentation graphique pour vous en interne, vos plans, vos livrables, et vous gérez la notion attributaire pour vos futurs exports. Fort de tout ça, pour exporter en IFC, on va être vigilant à une deuxième chose. Pourquoi je dis être vigilant? Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger de trop. Je retourne dans ma structure de bâtiment, ici, pour vous parler des attributs de projet. Votre projet lui-même a des attributs. Les attributs pour un projet, c'est quoi? C'est tout ce qui va être lié finalement aux intervenants, qui est l'architecte, qui est le bureau de contrôle, qui est l'entrepreneur, qui est le client, qui est le bureau d'études, etc. Toutes ces informations, vous allez pouvoir les stocker dans votre projet et ces informations seront exportées en IFC. Petit aparté, ces informations, si vous les renseignez, vous serez également capable de les utiliser pour faire tout ce qui est cartouche, mise en page, cadre de plan, etc. Donc finalement, c'est
finalement une double utilité. Vous allez pouvoir les renseigner directement à partir de là. Vous pourriez d'ailleurs les renseigner directement à partir ici de la base elle-même ici. Et au-delà du fait que ça vous permette derrière de faire une vraie gestion globale en fonction des départements, des chantiers, etc., de vos projets. Ce n'est pas simplement quelque chose que je mets ici. Vous avez une vraie utilité pour vous derrière. Et deuxième point de vigilance, c'était plutôt celui que j'avais en tête avant d'ouvrir ici, c'est de gérer correctement la notion de géoréférencement. Dans le cadre d'un projet, lorsque vous en êtes à faire les maquettes de coffrage, généralement, le point de géoréférencement et le point de recollement et de synthèse des maquettes a été défini. L'essentiel, c'est de l'utiliser correctement dans Allplan. L'utiliser correctement, ça veut dire qu'il faut éviter les coordonnées extrêmement lointaines. Comment est-ce que je vais gérer ces coordonnées lointaines? Je vais les gérer ici en définissant un offset sur le projet. Dire que finalement, vous continuerez à dessiner votre projet proche de son zéro logiciel. C'est simplement dans les propriétés que vous allez assimiler ce zéro logiciel à une référence que vous allez renseigner ici, qui sera ici, de votre charte BIM. Si bien que vous pourrez travailler à la fois en relatif par rapport au zéro, tout en travaillant, si vous le souhaitez, par rapport à un XYZ réel ici. C'est-à-dire qu'ici, j'ai défini un offset. Si je viens mesurer mes coordonnées, directement ici, je vais mesurer les coordonnées d'un point, et on va avoir un double jeu de coordonnées ici, des coordonnées réelles offset inclus que vous allez pouvoir positionner, ou vous allez pouvoir du coup positionner réellement votre projet où vous le souhaitez, sans jamais avoir besoin de le déplacer de ces coordonnées qui sont ici proches du zéro. Donc, vous travaillez dans la zone de confort du logiciel tout en pouvant vous intégrer dans un travail collaboratif avec n'importe quel point de géoréférencement. Point de géoréférencement que vous pourrez d'ailleurs renseigner à n'importe quel moment du projet, l'essentiel étant de bien connaître votre origine à vous pour votre maquette. Lors de l'export, vous allez pouvoir exporter directement depuis Allplan, en allant chercher ici de l'exportation des données IFC. Quand vous allez exporter des données IFC, vous allez choisir et retrouver le chemin ici, site, bâtiment et les différents objets. Si vous voulez sélectionner rapidement tout ce que vous avez à l'écran, vous pouvez cliquer ici, à ce niveau-là, et il va sélectionner tous les éléments à l'écran. J'avance un petit peu, et ici, on va l'appeler web, ça ira très bien. Vous allez pouvoir faire un export en IFC 2x3 ou 4, sachant que les certifications en IFC 4 sont tombées encore pour aucun logiciel. Donc, la plupart des projets se font encore en 2x3. Pour le coup, Allplan exporte et importe du 2x3 ou de l'IFC 4 de manière optimale. En termes de paramétrage, les exports IFC ne demandent que très peu de paramétrage. Deux points importants quand même. Le premier, ici, c'est la notion de géoréférencement une fois de plus. Vous pouvez, ici, comme on l'a vu juste avant, on peut définir deux jeux de coordonnées, un relatif, un réel, et en fonction de la case que vous avez ici, vous pourrez choisir d'exporter finalement en fonction d'un zéro ou en fonction des coordonnées réelles du projet. C'est juste à cocher, décocher. C'est ce qui est intéressant de pouvoir finalement travailler avec les deux, en zéro relatif et en zéro NGS par exemple, en termes d'altimétrie. Ce genre de choses ici. Le deuxième point important, je vous épargne les petites subtilités de l'export de l'armature, la possibilité de filtrer certains objets ici, mais le point important, vu qu'ici on est dans la gestion de l'information et de la maquette numérique, c'est vraiment la notion de mappage d'attributs. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez définir une charte pour utiliser et mapper vos attributs. C'est-à-dire que finalement, vous avez utilisé des attributs peut-être personnalisés chez vous, et lors de l'export, vous devez les remettre sur une charte commune. Assez simplement, vous avez juste besoin de venir ici, vous allez pouvoir venir chercher l'attribut en question, par exemple l'attribut réserve de sol. L'attribut réserve de sol que vous allez soit pouvoir injecter en tant que P7 de dalle en fonction d'informations pures et dures, ou le garder en tant qu'Allplan attribute. C'est-à-dire qu'ici, si je décide de l'injecter à ce niveau-là, et ici je l'appelle fini, et c'est pas un réel pour le coup, ici ça va être si c'est un réel, pardon, j'ai cru que c'était un entier, à ce niveau-là. Donc vraiment, vous allez pouvoir caler une charte entre les attributs que vous avez utilisés et ceux que vous allez pouvoir injecter dans l'IFC. D'une manière générale,
vous allez définir votre charte ici et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous cochez cet élément, n'exporter autre que les attributs standards, évidemment, les attributs standards sont forcément exportés ici, mais dans toute l'information complémentaire ici, vous allez pouvoir, si vous cochez cette case, n'exporter que ce que vous avez mappé dans la table en dessous. Si vous le décochez, vous exportez tout et en plus ce que vous avez mappé de manière modifiée. OK, et je vais pouvoir faire l'export ici sur mon bureau. On retrouve la table de mappage ici. J'attire peut-être juste votre attention sur le voilà, je le retrouve ici, des volumes 3D. Ici, typiquement, j'avais 5 volumes 3D et je n'ai pas de volume à l'export. C'est-à-dire que le volume ici, Calplan assimile à un volume, tant que c'est un élément d'archi, lors de l'export, il est bien passé en tant que mur. C'est vraiment l'aspect important de cette classification IFC qu'on va retrouver juste ici. Je viens simplement ouvrir le fichier que je viens de créer dans mon explorateur IFC, à savoir dans notre cas ici, ce sera du Solibri, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser la visionneuse que vous souhaitez ici. On retrouve lors de mon export la structure que j'ai donnée, site, bâtiment, niveau de structure et les objets. Exporter qu'un seul niveau, mais je peux en exporter plus. Si je sélectionne cet élément-là, ici, il va bien être assimilé à un mur. On va retrouver les différentes informations ici, telles que finalement un mur, il est bien assimilé en tant que voile, c'est important, pas en tant que proxy ou qu'objet quelconque à ce niveau-là. Si je sélectionne une dalle, on va retrouver dans les P7, typiquement ici, mon attribut fini qui s'est mis à Saint-Lin, load bearing, c'est est-ce que c'est porteur ou pas, par défaut, mon attribut ratio que j'ai mis à cet endroit, etc. Les différents attributs qui restent en Alplan attributs, parce que j'ai pas forcément mappé le matériau, les différents éléments ici. Donc vraiment, on retrouve les informations que j'ai mises telles que j'ai souhaité les classifier ici. Et en termes d'interopérabilité, cet export IFC finalement marque finalement la synthèse de tout ce qu'on s'est dit en termes de classification et des différents éléments à ce niveau-là. J'espère que la présentation vous a plu, a répondu aux différentes questions et aux différentes sollicitations dont vous nous aviez fait part. Je reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les autres cas, le webinaire est enregistré, vous pourrez le revoir et le reprendre dans une autre, sur notre site internet. Vous pourrez le reprendre ici. Je vois que vous m'avez dit qu'il y avait quelques coupures, désolé, c'est les joies du home office et de la saturation des réseaux, donc parfois c'est un petit peu fluctuant. Une question. Je suis architecte, je souhaiterais avoir la même présentation version architecture. D'accord, c'est noté. Je ne vais pas pouvoir l'enchaîner là comme ça à froid, mais c'est noté. On pourra se refaire le même genre d'analyse avec des visualisations de surface, des légendes, des rapports, des extractions, notamment avec l'extraction des quantités pour la gestion du second œuvre, par exemple, qui est intéressante, avec notamment la logique que j'ai montrée tout à l'heure entre les inserts et les dalles, où on retrouve cette logique-là entre la pièce et son second œuvre, par exemple, que je vais être capable de reprendre. Les tableaux de surface et tableaux de porte. Oui, les tableaux, c'est des légendes. Donc après des légendes, vous allez pouvoir faire des requêtes sur beaucoup de choses. Et ensuite, les classifier. C'est quoi la question sur les tableaux de porte? C'est le comment, c'est le pourquoi. Hop, si je remets mon élément ici. Le tableau de porte, après ici, vu qu'on est sur une partie ingénierie, quand je fais mes réservations dans les voiles, je ne m'occupe finalement que des informations elles-mêmes ici, de la réservation béton pur et dur. La mise en forme, oui, sur du coup comment les créer, etc. Ici, ça va se passer essentiellement avec ici,
Définition de cellule, définition d'une légende. Après, il faut qu'on s'intéresse à la définition des différents éléments. C'est-à-dire quand vous allez définir une cellule, il faut vous demander est-ce que vous utilisez un attribut seul, est-ce que vous allez utiliser une formule. Tout ça, c'est quelque chose que j'avais abordé dans un webinar qui doit être en ligne sur notre site. Je vous invite à regarder, qui était consacré notamment à cette extraction de données. Et pour le coup, c'était orienté plutôt architecture qu'ingénierie, pour le coup, et doit être encore disponible sur notre site internet. Et s'il faut, évidemment, on pourra traiter ça dans la même logique que de refaire la même présentation sur des exemples d'architecture. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Si vous n'avez pas plus de questions, je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, ce webinaire sera disponible en revisionnage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter les différentes agences Allplan ou moi-même, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.